Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast L'Art en une semaine. Une semaine qui a été un peu plus longue que d'habitude, puisque nous avions enregistré la précédente émission il y a un peu plus de 10 jours, une dizaine de jours. J'essaierai de me tenir à une semaine entre chaque émission. Là, c'est 10 jours. La prochaine aura lieu également dans 10 jours, dans 9 jours, pour reprendre un rythme à peu près hebdomadaire, parce que l'émission continuera pendant les vacances. Lorsque j'ai enregistré le précédent podcast, je ne savais pas que le même jour, la tapisserie de Bayeux avait été transportée à Londres. Alors, j'avais indiqué, parce que c'était un secret, mais un secret de polichinelle, que la tapisserie devait partir en juillet, c'est ce qui s'est passé. Et donc, elle est partie il y a maintenant une dizaine de jours. Et je voudrais d'abord préciser une chose. Bien entendu, j'espère que rien ne lui arrivera, qu'elle arrivera intacte, elle retournera intacte à Bayeux, qu'il n'y aura pas de grave accident, et qu'il n'y aura pas même de petits incidents sur la tapisserie. Alors certains nous disent, ça y est, c'est bien, tous ceux qui s'opposaient à cela avaient tort, puisque la tapisserie est arrivée intacte à Londres. Alors d'abord, il est exact qu'il n'y a pas eu de grave incident de la route ou dans le tunnel de la Manche, heureusement, j'allais dire. En revanche, on ne sait pas encore du tout si elle est arrivée vraiment intacte, puisqu'il n'y a pas eu de constat d'état. Il va être fait dans les jours qui viennent, et il va prendre du temps. Ensuite, il y aura l'installation, l'exposition pendant un an, et l'année prochaine, bien entendu, il y aura un nouveau transport, un nouveau constat d'état à l'arrivée, et c'est là qu'on pourra dire que tout s'est bien passé. Donc peut-être que tout se passera bien, et je l'espère, mais cela ne voudra pas dire que nous avions eu tort de nous opposer à ce transport. Ce transport n'était absolument pas justifié sur le plan scientifique, et il était totalement déconseillé par rapport à l'état de la tapisserie de Bayeux, comme l'ont dit tous les spécialistes qui avaient travaillé dessus, comme le montraient également les études faites encore récemment, qui démontraient qu'on ne savait pas exactement comment elle allait réagir aux vibrations et à quel niveau de vibration elle réagirait mal. Que le transport ait été fait dans les meilleures conditions possibles, c'est tout à fait exact, mais il n'empêche qu'il y avait toujours un risque, et qu'il y a toujours un risque, ce que d'ailleurs le ministère de l'Agriculture reconnaissait en disant qu'il avait pris le plus de précautions possible et le moins de risques possible. Eh bien, je suis désolé, mais on ne peut pas prendre avec une telle œuvre le plus de précautions possible. On ne prend pas de risque avec une telle œuvre. Ça n'est pas possible. Ça a été fait, c'est regrettable, et ça risque de, si tout se passe bien, encore une fois ce que je souhaite, si tout se passe bien, ça risque d'être un exemple. Demain, on nous dira, vous voyez, ça s'est bien passé avec la tapisserie de Bayeux, donc on peut transporter telle ou telle œuvre pour telle ou telle raison qui ne sont pas valables. Eh bien non, c'est un risque qu'on ne peut pas courir, et malheureusement, c'est ce qu'on a fait. Je voudrais parler aussi d'un autre sujet qui m'agace un peu. Il vous dirait, il y a beaucoup de sujets qui m'agacent, mais bon. Je veux parler du code de déontologie de l'ICOM. Alors l'ICOM, vous savez, c'est cette association internationale qui regroupe tous les musées et qui a pour vocation à échanger, que les musées échangent entre eux, qu'ils définissent un certain nombre de choses. Alors il y a 2 ou 3 ans, l'ICOM avait réécrit la définition du musée. J'avais moi-même publié des articles à ce sujet. On avait évité le pire, mais on était quand même allé vers une définition qui, quand même, n'a pas grand sens. Un musée, on sait ce que c'est, on n'a pas besoin de le redéfinir. Eh bien, l'ICOM frappe à nouveau, puisqu'elle vient de publier un nouveau code de déontologie. Alors, le précédent code de déontologie datait de 2004. Alors, apparemment, il n'était plus valable. Bien sûr, il fallait inclure de nouveaux termes. Et, je vous le donne en mille, voici les termes qui ont été inclus dans le nouveau code de déontologie 2026 de l'ICOM. Alors, on y trouve le terme inclusif, comme c'est étrange, inclusif, bien sûr. Les musées n'étaient pas inclusifs avant, ils étaient exclusifs, bien entendu. On y trouve le terme de justice sociale, de promotion de la paix, de lutte contre les discriminations, de lutte contre le racisme systémique. Le racisme systémique, quel est le racisme systémique en France, par exemple? J'aimerais bien savoir. Qu'il y ait des racistes, qu'il y ait du racisme, évidemment. Est-ce que c'est le rôle des musées de lutter contre le racisme? Ça ne veut pas dire grand-chose. Le musée doit évidemment se comporter de manière éthique par rapport à cela. Il ne doit pas être raciste, il ne manquerait plus que cela. Parce qu'on a besoin de l'écrire. Mais lutter contre le racisme systémique en France et dans d'autres pays, il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de racisme systémique. Le racisme systémique, ça veut dire un racisme d'État, un racisme de système, du système dans lequel nous vivons. Or, je suis désolé, la France n'a pas de racisme systémique. Donc, écrire cela de manière indifférenciée, il y a des pays où il y a du racisme systémique, mais pas en France en tout cas, et pas dans beaucoup de pays européens. Donc, c'est un peu scandaleux d'oser écrire cela. Le musée doit également combattre les inégalités. Alors vous voyez, combattre les inégalités, lutter pour la paix, inclusive, justice sociale. En fait, c'est très simple. Les prochaines candidates Miss France
en prévision de leur élection, elles ont tout intérêt à consulter le code de déontologie de l'ICOM, elles y trouveront de très bonnes idées. J'ajoute une phrase qui, elle, est absolument ahurissante. Je vous la lis. Toute information doit être étayée, exacte et fondée sur les disciplines universitaires et scientifiques pertinentes. Alors ça, le début, je n'ai rien à dire, et je pense que vous non plus. Bien entendu, les informations distillées par les musées doivent être fondées sur la science, et sur l'université, et sur la recherche. Mais la phrase se continue, donc je la reprends et je vais la terminer. Toute information doit être étayée, exacte et fondée sur les disciplines universitaires et scientifiques pertinentes, sur les savoirs traditionnels ou sur les systèmes de croyances concernés. Ah, alors ça change un peu. C'est-à-dire que les informations peuvent être fondées sur les savoirs traditionnels. Je ne sais pas ce que c'est que les savoirs traditionnels. Un savoir traditionnel, ce n'est pas forcément un savoir scientifique, comme vous pouvez le comprendre, ou sur les systèmes de croyances concernés. Donc il peut y avoir des informations, il peut y avoir des publications qui ne sont pas fondées sur la science, mais sur les croyances concernées, parce qu'évidemment, il faut respecter les croyances de tout le monde. Ben, moi, je dis que c'est complètement anti-science, cela. C'est assez scandaleux de lire cela, mais ça n'est pas très étonnant, finalement, puisque, comme on a vu, la définition des musées et maintenant ce code des déontologies, l'ICOM prend vraiment un très mauvais tournant. Heureusement, l'ICOM France est en général plus raisonnable. Une information sur le Louvre, maintenant, une information qui est, là encore, un secret de polichinelle, puisque je l'ai déjà écrit dans la brève consacrée aux acquisitions de Cleveland. On connaît le nom du successeur de Xavier Salmon la tête du cabinet des dessins du Louvre. Il s'agira de Ketty Gotardo. Ketty Gotardo qui était en poste au Courtauld Institute de Londres. Et que les gens qui connaissent Ketty Gotardo, je la connais un petit peu, en tout cas les gens qui la connaissent bien, sont tous d'accord. C'est un très bon choix pour le musée. Donc Christophe Leribaud, Ketty Gotardo, espérons que les prochaines nominations seront aussi bonnes que celle-ci. Elle prendra son poste en octobre, je le précise. Enfin, je me suis déplacé cette semaine à Bordeaux pour voir la rétrospective Jean Dupas. Jean Dupas, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un artiste, un peintre art déco, certainement un des meilleurs et un des plus précoces. C'est lui qui a formé un certain nombre d'autres artistes, en tout cas qui était ami avec d'autres artistes, et c'est un des plus précoces dans le temps. Donc le style art déco est en partie dû à Jean Dupas. L'exposition est vraiment très réussie. D'abord, les œuvres sont belles. Alors évidemment, il n'y a pas les grands décors qui sont soit détruits, soit intransportables, évidemment, de Jean Dupas, mais il y a beaucoup d'œuvres importantes, dont un certain nombre d'acquisitions du Musée des Beaux-Arts. Alors, ça concerne Jean Dupas, mais également les artistes autour de Jean Dupas. Donc il n'y a pas que des Jean Dupas dans l'exposition. Et beaucoup d'œuvres proviennent du Musée des Beaux-Arts. Ce sont des œuvres qu'on ne peut pas voir parce que le musée n'a pas beaucoup de place, malheureusement, mais dont certaines œuvres ont été acquises récemment, notamment lors du legs Robert Coustet. Alors Robert Coustet était un collectionneur qui avait déposé beaucoup d'œuvres au Musée des Beaux-Arts, qui est malheureusement décédé en 2020 et qui a fait un legs très important. Je renvoie sur le site à un article écrit par Jacques Foucard sur la publication qu'avait faite le musée lors de l'exposition de sa collection. Donc ces œuvres sont maintenant au musée et données au Musée des Beaux-Arts, et une partie est visible dans l'exposition. Comme vous le savez, et je le dis également dans un éditorial publié récemment, nous essayons de compléter la base acquisition. Il y a 4 bases actuellement, 4 bases de données sur le site, je vais y revenir, dont la base acquisition. Alors, les acquisitions sont un des fondements de la Tribune de l'Art, on parle beaucoup des acquisitions des musées. Mon souhait est vraiment de rentrer toutes les acquisitions des musées concernant les peintures, dessins, sculptures de l'époque traitées par la Tribune de l'Art, c'est-à-dire du Moyen-Âge aux années 30. Je souhaite rentrer cela dans la base acquisition, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'acquisitions que nous ne traitons pas. Donc cette base a vocation à avoir à la fois les œuvres que nous avons traitées dans des articles et les œuvres dont nous n'avons pas parlé. Alors évidemment, c'est un projet énorme, puisqu'il y a des dizaines de milliers d'œuvres à rentrer, probablement un projet que je ne terminerai pas, mais en tout cas, on va essayer de rentrer plus d'œuvres dans cette base, qui pour le moment en a moins de 400. Et on rentrera donc Cleveland, là, comme je le disais, et le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux mérite à lui seul d'avoir beaucoup d'entrées, puisque la collection de Coustet, c'est pas moins de 300 œuvres. Donc vous voyez, 300 œuvres à rentrer dans cette base, c'est beaucoup, mais on essaiera de le faire. Les bases, donc il y a la base acquisition, et puis 3 autres bases. Alors je vous en reparle, je vous en redis un mot, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Il y a la base Stella, qui en gros répertorie les œuvres, des églises en France. Beaucoup de ces œuvres ne sont pas répertoriées nulle part, sauf dans des bases éventuellement du ministère de la Culture, mais
Elles sont publiées, mais on ne sait pas qu'elles existent dans telle ou telle église quand on passe à côté de l'église. Donc si vous visitez une église, je vous invite à aller voir la base de Stella pour savoir si les œuvres de cette église ont été rentrées dans notre base. Il y a également la base Bernini, qui est une base consacrée aux sculptures baroques italiennes, donc des XVIIe et XVIIIe siècles, où il y a déjà plus de 2000 œuvres entrées. Et également la base Flandrin, qui répertorie les œuvres françaises du XIXe siècle à sujet religieux. Et ceux qui regardent et qui me lisent savent que je suis intéressé par ce type d'objet, comme vous pouvez d'ailleurs le voir derrière moi. Voilà, donc c'était cette nouvelle émission, cette nouvelle édition de L'Art en une semaine, et je vous revois dans une semaine, ou plutôt dans 8 ou 9 jours. À bientôt.